Pascal, le magicien, je pourrais t'appeler. Ah bon, pourquoi? Parce que tu dis pas mal de choses qui sont souvent vraies. Ouais. Et c'est vrai que là, on est censé entrer en vacances, enfin, surtout moi. Et il y a beaucoup d'annonces qui se passent, hein. On a Ouais, vu cette semaine le bien sûr. fondateur donc, de ProtonMail, Andy Yen, qui a annoncé qu'il allait faire un investissement de 100 millions de francs suisses hors de la Suisse. Mhm. Et il y a tout le monde qui panique. Et c'est vrai que nous, ça fait plusieurs mois qu'on dit que la Suisse et l'Union européenne doivent se bouger, notamment dans tout ce qui est tech et tout ce qui est IA. Mhm. Bah, écoute, bon, à mon avis, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau parce que, à mon avis, il s'agit plus d'un exercice de PR, de relations publiques tu vois, il essaye. Parce qu'évidemment, Proton, déjà, c'est un acteur qui est pas microscopique, mais qui est petit. Comparé à tous les autres. Et ils ont cette image de suissitude, de protection des données, etc., qui n'est pas qu'une image. Ils délivrent aussi là-dessus. Donc, c'est un système ultra sécurisé, une messagerie par email ultra sécurisée. Et bien entendu que tu veux rester en Suisse. Mais maintenant, si tu dois louer des data centers, etc., donc tu dois avoir de la place. C'est plus cher de le faire en Suisse que de le faire en Hollande ou ailleurs en Europe. Et au Ouais, bout d'un moment, un industriel, c'est ce qu'expliquait le patron de Michelin ou de Renault, ben, au bout d'un moment, il va regarder ce que ça lui coûte. Et si tu dois acheter du terrain dans la banlieue de Zurich, eh ben, ça te coûte tant. Si tu l'achètes dans un coin perdu en Hollande, zone inondable, etc., ben, c'est moins cher. Donc, tu vois, même Google Meet est d'accord, il a mis un pouce levé. Donc, si tu veux, je pense que c'est plus un exercice de PR où le mec, assez habilement, il avait préparé un peu la chose en annonçant que peut-être il investirait moins. Mais je ne vois pas déjà, quel est le problème d'investir en dehors de la Suisse. Tu vois, si tu fabriques des casseroles en Suisse, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir une usine en Roumanie, en Chine ou à Singapour. C'est pas un problème. Donc, OK, il diversifie son investissement CAPEX pour avoir des usines à fabriquer le service qu'il vend. Il ne le fait pas qu'en Suisse. Ben voilà, simplement, il essaye de garder cette image de société ancrée en Suisse qui fournit de la confidentialité et le sérieux suisse, tu vois. Donc, c'est un exercice difficile auquel il se livre parce que je peux bien m'imaginer que si tu mets ça dans un tableau Excel, de tout construire en Suisse, c'est plus cher. Et lui, ce qu'il a dit, en fait, donc, je suis d'accord avec toi, hein, 100%. Et surtout que, enfin, au final, ça va être hébergé enfin, en Suède et puis, je sais plus où, là, en Allemagne, je crois. Ouais, Donc, évidemment, les prix sont beaucoup plus compétitifs. ouais. Mais lui, il disait qu'il y a une loi qui va passer en Suisse et que ça va devenir un pays ultra surveillé, limite illégal, quoi. Ouais, mais maintenant, si je dois t'annoncer une nouvelle, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme analogie? Je te Une dis, bah écoute, surveillance de masse jugée pourtant illégale. oui, bah évidemment, c'est un peu moins prestige. Peut-être qu'en fait, il y a quelque chose là derrière, c'est possible, je n'en sais rien. Mais déjà, historiquement, en fait, la Suisse, c'est une erreur, elle s'aligne sur l'Europe, donc je vois pas l'intérêt. S'il était parti aux Émirats arabes unis, tu vois, dans un autre lieu géopolitique, en Turquie, en Russie, en Chine ou aux États-Unis, on peut dire, bon, ben voilà, il y a peut-être quelque chose de très différent. Là, à mon avis, la différence entre la Suisse et l'Union européenne, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, donc pas grand-chose. D'accord? Puis deuxièmement, à l'évidence, il investit une somme qui n'est pas immense, parce que 100 millions, ça fait un peu rêver, mais ce n'est pas une somme qui est gigantesque. Il investit dans la même zone, la même sphère géopolitique. Donc, en fait, on joue un petit peu avec les petites lignes du contrat. Par contre, à coup sûr, ça va être moins cher. Alors maintenant, si je t'annonce que je déménage mes bureaux et puis que j'ai une espèce de super raison parce que la productivité va augmenter, parce qu'on est dans un meilleur cadre légal, parce que en fait, je suis un bon type, ben voilà, je raconte une histoire qui est sympa. Si maintenant je te dis, Younes, j'ai déménagé nos bureaux, on va aller taffer dans une cave, parce que c'est moins cher, c'est un peu moins glorieux, tu vois. C'est vrai. C'est pas très glorieux ou glamour de dire que tu veux faire des économies, même si en fait c'est un peu ce que les chefs d'entreprise font.
La chose positive qu'on peut retenir, c'est que cette annonce, elle fait suite au lancement de Lumo, ou Lumo, un peu prononce comme on veut. C'est cette intelligence artificielle justement de ProtonMail. Donc, l'idée, c'est que c'est un LLM, sauf erreur de ma part, où tu peux poser des questions et c'est 100% encrypté. Tu n'as pas de données qui vont comme chez Google, etc. etc. Ouais. Donc là, de ce côté, non, attends, tu ne peux pas enlever quand même Ici. le prestige qu'une boîte suisse lance un outil comme celui-là. Non, non, mais c'est génial qu'ils le fassent. Juste peut-être un chiffre, hein, parce que là, on parle, donc, ProtonMail, ils investissent 100 millions. Ce qui, évidemment, ça fait rêver, quoi. C'est beaucoup, 100 millions. Il y avait le Investor Call de Google l'autre jour, et en fait, ils sont passés d'un investissement CAPEX sur une année de 75 milliards à 85 milliards. Ils ont rajouté 10 milliards sur les 75 qu'il y avait déjà en milliards. Donc, il y a un zéro de plus. OK ? Alors voilà, c'est pas, si tu veux, c'est bien, c'est super, mais c'est pas la même ligue. Le FC Échalant, et encore une fois, on n'a rien contre Échalant, on prend cet exemple pour faire des blagues. C'est 100 millions. Et à l'échelle de l'IA, c'est en fait pas grand-chose. Donc, oui, c'est bien qu'en fait, il y a un modèle local, il faut pouvoir l'opérer, il faut pouvoir l'alimenter en énergie, il faut pouvoir acheter les chips NVIDIA, etc. C'est bien, c'est super, mais c'est petit. C'est pas à échelle industrielle. Et puis l'autre chose par rapport à la privacy, il y a plusieurs défis en fait. Il faut prendre un peu d'altitude. Le premier problème quand on utilise de l'IA, c'est de pas se faire hacker. Si Younes, quand il se connecte, c'est pas Younes, eh ben voilà, tu t'es fait piquer toutes tes données et t'es dans le jus. Donc déjà, c'est le hacking tout simple de ton identité. Ça, c'est la première chose. Et crois-moi que je pense que si tu es avec Google, ben, en fait, tu es plus en sécurité parce qu'ils ont plus de monde, plus de ressources, plus de moyens et qu'ils te protègent mieux. Le deuxième point, au-delà de la sécurité, c'est que si un État souhaite obtenir tes données, eh ben, il les a. Regarde, Pavel Doubrov, en fait, il s'est fait emprisonner à Paris parce que, ben voilà, il collaborait pas comme il fallait. Le jour où Proton sera suffisamment grand, puis qu'ils auront des informations suffisamment importantes, ben, l'État, que ce soit un État européen, que ce soit la Suisse ou un autre, lui dira, bon, ben, mec, par ici les données. Donc, quand la loi, quand les juges te disent de faire quelque chose, tu ne peux pas dire non. OK ? Et contre ça, tu ne peux pas te protéger. Puis après, il y a une troisième couche, qui est celle dont personne ne parle, mais qui est la plus importante, c'est qu'en fait, si la NSA ou une agence, aussi les services secrets d'un État désirent quelque chose, en fait, ils le prennent. En dehors de tout cadre légal. En fait, on le sait depuis Snowden, en fait, puisque les citoyens américains sont espionnés H24 aux États-Unis. Donc, si tu veux, voilà. Alors, bien sûr, en restant dans l'écosystème de Proton, et c'est tout à leur honneur, si tu appliques une rigueur de dingue, tu peux rendre ce hack des services secrets, de la justice ou d'un hacker lambda plus difficile. Tu augmentes la barrière d'entrée pour le faire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible. Ça veut simplement dire qu'il est un peu plus difficile. D'accord ? Donc, je pense que le problème, c'est un peu du délire avec ces IA. Le problème, c'est d'abord le fait de se faire hacker son identité. Quelqu'un qui te pique ton mot de passe, puis tu n'as pas une MFA suffisamment fine qui est mise en place. Et puis, il y a quelqu'un qui va se balader dans ton système. Pardon, ça, c'est une question qui revient souvent pendant les masterclass que tu donnes par rapport à cette privacy et puis RGPD quand tu utilises toutes ces données. Ouais. Est-ce que toi, maintenant que tu sais que ProtonMail a lancé Lumo, est-ce que tu pourrais dire à tes clients, allez sur Lumo? No fucking way. Et il y a une raison très simple, c'est que… Ah ouais, carrément, comme ça. Ouais. C'est comme ça, toi. Ouais. Parce qu'il y a une raison super simple, c'est qu'en fait, les entreprises qui doivent adopter l'IA, elles ont trois défis. Le premier, c'est qu'en fait, il faut qu'elles aient suffisamment digitalisé leur entreprise et leur processus pour pouvoir faire fonctionner l'IA dessus. L'IA, s'il y a une feuille de papier sur ton bureau, ça ne marche pas des masses.
D'accord? Donc, il faut avoir fait une transformation digitale préalable qui est suffisamment intense pour pouvoir avoir accès aux données. OK. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas fait. Deuxième point, il faut utiliser une IA de pointe parce que l'IA, ça ne veut rien dire. Une IA d'il y a 12 mois, si vous avez utilisé l'IA il y a 12 mois, vous étiez dans un autre siècle. D'accord? Je dis souvent durant ces masterclass, il faut prendre l'abonnement ChatGPT à $200 ou l'abonnement à $175 de Gemini. Parce que ça change la donne. C'est pas la même chose. C'est beaucoup plus puissant, ça va beaucoup plus vite, ça répond beaucoup mieux, etc., etc. Donc en fait, Ou les gens l'abonnement à $30 de Grok 4. aussi. Alors, bien sûr, Grok, c'est bien, c'est un peu plus délicat en entreprise, mais disons, il faut à minima avoir un modèle payant, d'accord, parce que ça marche significativement mieux. Puis dans une entreprise, le défi maintenant, c'est un, la sécurité, puis deux, d'avoir accès à une IA performante. Ça permet de réinventer, d'augmenter la productivité de manière massive, ça permet de réduire la taille des équipes, ça permet de mieux servir les clients, ça permet de réinventer la chaîne de valeur et parfois le modèle d'affaires. D'accord? Ça, c'est la grosse rupture. Ce n'est pas juste une petite transformation, genre j'ai la barbe qui pousse sur plusieurs jours. C'est vraiment un changement de nature, un changement d'époque. C'est un tsunami, ce sont les plaques tectoniques qui bougent. C'est un peu comme un tremblement de terre. Et si tu t'amuses à utiliser une IA qui est un soupçon moins performante, eh ben, tu joues en Ligue B, quoi. C'est simplement pas bon. Donc, il faut les meilleures IA. Il n'y en a pas 36. C'est ChatGPT, Gemini et Claude. Et en plus, ces trois-là offrent des systèmes de sécurité qui sont vraiment balèzes. Surtout Google, Gemini, disons, c'est vraiment celle-là que je recommande le mieux parce que c'est la meilleure combinaison. Et puis qu'ils ont quand même gagné 2 prix Nobel. Et que tu as accès aux meilleurs IA qui évoluent constamment. Et ça fait la différence. C'est de ça dont tu as besoin. Et ensuite, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, il faut réellement se poser la question de savoir s'il n'y a pas un risque avec les différentes législations, si… Mais il faut avoir survécu pour se poser cette question. D'accord? Donc, Ouais. il faut simplement être en règle avec la loi. Typiquement, Google, ils ont quand même un agrément FINMA. C'est l'agrément le plus difficile à obtenir qui permet d'utiliser ces systèmes dans les banques. Bon, si ça va pour une banque, moi, ça me va. Voilà. Fin de l'histoire. Et ça ne veut pas dire que Proton n'a pas une niche intéressante et qu'ils ne sont pas en train d'occuper une niche qui est cool. Mais si tu veux, si vraiment tu manipules des données qui sont d'une sensibilité absolument dingue, en fait, tu ne veux pas un système qui soit en ligne. Tu veux un air gap. Ça veut dire que tu veux faire tourner ce modèle sur un serveur qui n'est simplement pas connecté à Internet et auquel tu accèdes physiquement. Ouais. Bon, ça, c'est pour les militaires, c'est pour des choses comme ça. Maintenant, je donne un autre exemple. Imaginons que tu fasses, je ne sais pas, une radio du poignet parce que tu t'es peut-être cassé un os, etc. Puis c'est un truc difficile à diagnostiquer. Enfin, moi, perso, je prends cette radio, je la mets dans toutes les IA haut de gamme auxquelles j'ai accès pour aider le praticien, le médecin à faire le bon diagnostic. Qu'on sache que mon poignet, il est comme ça, j'en ai rien à fiche. Ce que je veux, c'est guérir, ne pas mourir, etc. etc. Donc, cette espèce d'obsession qu'on a en Europe de dire qu'il va arriver des choses horribles avec ces données, pour moi, elle doit être quand même tempérée avec le fait que permettre à une IA d'accéder à ces données sans qu'elle l'utilise pour s'entraîner, parce que ça, Gemini ne le fait pas, par exemple, ni ChatGPT, si tu prends un compte payant, eh ben, ça te permet de survivre à l'intérim, de prendre des meilleures décisions, de mieux servir tes clients, ce qui est quand même le but d'une entreprise. Une entreprise, c'est faire des compromis. C'est comme un jongleur qui a des tas d'oranges en l'air, ben, il faut pas en laisser tomber. Donc, en fait, oui, la conformité avec le cadre légal, il est important et c'est évidemment qu'il faut toujours le respecter. Mais si une solution est en conformité avec le cadre légal, tu n'es pas obligé non plus de te tirer dans le pied pour prendre un machin qui sera moins bien, plus cher, plus difficile d'accès. D'accord? Et en fait, si c'est 10% moins bien, bah, c'est déjà beaucoup. C'est vrai. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui va être l'Europe, il y a une deuxième annonce qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre à Genève. Et c'est aussi lié à l'Europe, c'est Renaud de Planta, donc un des associés de la banque privée Pictet, qui est un des membres fondateurs de la FLAG, la Fondation pour l'attractivité du canton de Genève,
et aussi qui est dans le board de la Banque nationale suisse, qui a annoncé quitter Genève pour raisons fiscales, enfin qui a annoncé. Ouais. Il n'a pas formellement lui annoncé, mais il y a beaucoup de choses qui se disent et puis pas mal de gens ont validé. Donc il quitte Genève pour aller en Italie. Donc c'est vrai, même au sein de l'Europe, on n'est pas forcément en Europe, en Suisse, mais il y a un petit peu cette guéguerre fiscale et ça a fait beaucoup réagir. Et justement, enfin, cette fondation, la FLAG, bah, elle a été créée pour essayer de redynamiser Genève, mais apparemment, c'est pas suffisant. Donc après, Andy Yen, ProtonMail, qui dit qu'il va faire des investissements à l'étranger, Renaud de Planta qui part en Italie. Qu'est-ce que tu en penses? Alors disons, il faut raison garder. Genève et Vaud, ce sont quand même les plus grands contributeurs à la péréquation financière suisse. Ouais, surtout Genève, hein, je crois, devant grâce aux Vaud. traders. Donc en fait, voilà, Genève contribue en fait à la prospérité suisse en donnant des sous à d'autres cantons. Bon, on peut pas non plus, enfin tu vois, tu vois, donc ça va quoi. T'es d'accord? Ah oui, c'est clair. Bon, c'est clair. Donc grosso modo, ça va. Ok. Maintenant, ce monsieur de Planta que je ne connais pas personnellement, mais qui doit être un homme absolument extraordinaire, très intelligent, qui a occupé un poste gigantesque dans une des plus grandes banques privées à Genève. Très riche. En fait, bah, évidemment qu'il est riche. Qu'est-ce qu'il n'y a rien d'autre à voir que le fait qu'il souhaite payer moins d'impôts. C'est tout. Ouais. C'est un point, c'est tout. En fait, il se dit, ben voilà, c'est l'avantage quand tu es riche, hein. C'est que tu dis, ben voilà, moi je vais aller vivre à tel endroit parce que j'économise tant, donc j'achète 2 maisons, je bouge mes gosses, je fais comme ci, je fais comme ça, je prends un avion, etc. etc. Tu as les moyens de te relocaliser ailleurs, d'accord? Parce que en fait, tu réalises un profit en te bougeant fiscalement, en bougeant ta vie. Alors, ça nous indique plusieurs choses. Premièrement, ça veut dire que alors, peut-être que ce monsieur, il avait des liens avec l'Italie, qu'il est tout content d'aller en Italie. Je crois qu'il avait déjà pas mal d'assets. Voilà, il aime l'Italie, il a le droit, ok. On y mange bien, c'est un pays qui est extrêmement agréable à vivre, etc., etc. Si tu ne dois pas y travailler. C'est pas loin de la Suisse. Du coup, voilà, c'est pas loin de la Suisse. Ben voilà, si ça se trouve, je sais pas, il a une partie de sa famille qui parle italien, etc. Il a du plaisir à aller là, je vois pas quel est le problème. C'est juste qu'il fait un choix qui est, on pourrait dire soit un choix personnel, soit un choix un peu égoïste, mais il fait le choix en fait de payer moins d'impôts. On fait ça en Suisse depuis longtemps puisqu'il y a une concurrence fiscale entre les cantons. Si demain, toi, Younes, tu vas t'installer à Zug, ce que personne ne souhaite, parce que tu n'aimes pas la tarte aux kirsch, mais imaginons. Puis il y a du brouillard, c'est compliqué, tu n'as pas envie. Mais imaginons, tout d'un coup, tu lâches, tu dis, bon, bah voilà, je ne parle plus que suisse-allemand, ich bin Younes von Zug. Tu vois, t'imagines, tu achètes la bourgeoisie de Zug, parce que ça, tu peux faire, tu payes, voilà, t'es bourgeois de Zug. Qu'est-ce qu'on rirait? Mais tu paierais juste moins d'impôts. Bon. Est-ce que ça nous choquerait énormément? Je ne suis pas certain. Parce que, on dirait, ben voilà, Younes, il a fait le choix de payer moins d'impôts, il s'enquiquine à vivre à Zug, c'est un choix. Voilà, c'est un choix un peu, je trouve personnellement un peu triste, parce qu'alors, le seul intérêt d'être très riche, c'est de pouvoir vivre là où tu souhaites. Hein? Dans la hiérarchie des décisions à prendre, vivre dans un endroit que tu n'aimes pas parce que justement tu es très riche, c'est un peu timbré. Donc en fait, si l'intérêt de la richesse et de l'argent, c'est la liberté, la première des libertés, c'est de choisir où tu vas vivre. Et si tu peux même pas choisir parce que c'est un régime fiscal qui décide pour toi, c'est très triste. Mais je pense que ce monsieur est très malin. Il aime l'Italie. Bingo, il paye beaucoup moins d'impôts. Bingo, je bouge en Italie. Moi, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, ce qui m'a fait le plus réagir, c'est que, comme tu dis, je comprends ton point de vue. Tu veux payer moins d'impôts. Je crois qu'ils ont fait une simulation. Je ne sais pas si c'est des vrais chiffres, mais ils ne paieraient que 200 000 euros par année d'impôts au lieu de 3 millions qu'ils paieraient à Genève. Donc, c'est quand même. Tu peux prendre le jet 2-3 fois. C'est quand même beaucoup, mais en fait, c'est que lui, il soit derrière la fondation, tu vois, derrière la fondation pour l'attractivité du canton de Genève. Donc,
ils se sont battus depuis plusieurs années, puis à un moment donné, il a dit au final, on n'a rien pu faire, allez, je bouge ailleurs. Là, c'est ce qui est un peu paradoxal, tu vois. Moi, ça me choque en rien, en fait. Ce monsieur, il a beaucoup travaillé, il a eu un immense succès, il a gagné plein de pognon. L'Italie, ce qui est navrant, c'est le fait que les pays entre eux se fassent une concurrence fiscale féroce. Le Portugal l'a fait pendant quelques années. Maintenant, ils sont revenus en arrière. Parce que si les gens qui ont des moyens payent plus d'impôts, ben, il y a un moment où ça marche plus. La société craque. Donc, Ouais. ce sont des micro-phénomènes sur lesquels les individus peuvent surfer pour optimiser leur situation, mais globalement, ça ne marche pas. Tu vois, tu peux pas avoir, imaginons qu'il y ait un pays dans le monde, imaginons que tous les gens riches vont à Monaco, bam, d'un coup. Il y a assez d'appartements, etc. Ce n'est pas le cas, mais imaginons, tout le monde part à Monaco. Bon, il n'y a plus de revenus fiscaux sur toute la planète, tout s'écroule et le système se prend les pieds dans le tapis. Donc, à l'évidence, en fait, ce système-là, ce régime-là, il est pas pérenne, mais on le tolère déjà pour les entreprises. Apple, qui est fiscalisé en Irlande où il ne paye pas d'impôts. C'est je pense qu'il n'y a pas tellement de miracles. Le seul moyen de lutter là contre, c'est d'établir, de faire un deal à un niveau global en disant, ben voilà, où que vous soyez, vous payez tant d'impôts. C'est comme ça. Ouais. D'accord? Mais très sincèrement, on ne peut pas en vouloir à un individu de profiter on va appeler ça une bêtise, c'est une bêtise du système, où moi, je ne vois pas le problème. Et puis, d'autre part, peut-être que ce monsieur De Planta va rendre un fier service à la Fondation pour l'attractivité de Genève, parce qu'il va simplement montrer avec le fait qu'on le connaît et qu'on en parle dans les journaux, qu'en fait, il faut que Genève réfléchisse à sa stratégie pour garder les talents financiers, appelons-les comme ça. Il faut qu'il y ait des contributeurs. Ouais. Donc, en fait, il faut que Genève, ce soit un endroit très agréable à vivre, où les gens ont envie C'est de les politiques qui doivent rester. avoir la pression. Ouais, bien sûr, ça leur met une pression de dingue. Et parce que je Et pense même si un mec qui a lancé ce mouvement, il se dit, au final, il faut que je parte, ça veut dire que… et c'est une manière de voter avec ses pieds pour dire, Ouais. ça fait des temps et des temps que je vous le dis, tu vois. Ouais. Mais maintenant, tout le discours sur combien les gens doivent payer d'impôts, ça c'est autre chose, si tu veux. Je pense qu'une société, en fait, où le problème, si tu veux, c'est que les gens on va parler de moyens, pas d'argent, mais de moyens. En fait, quand tu as beaucoup, beaucoup de moyens, en fait, tu peux vivre où tu veux. Et il y a deux moments dans la vie où tu peux faire ça. C'est quand tu es très riche. Il y a deux moments où tu es très riche. C'est quand tu es très jeune, parce que tu n'as pas de besoin ni d'engagement. Et puis que papa et maman, ils payent. Donc, en fait, tu peux aller vivre où tu veux. C'est souvent ce que font les étudiants. Et puis, il y a un moment où tu as fait fortune, ce qui te donne en fait la liberté financière d'aller où tu veux. Et du coup, je pense que si devenir riche, ça consiste à s'enfermer dans une vie où on ne choisit pas son lieu d'habitation, c'est pas très heureux, d'accord? Et je pense que ce monsieur, enfin, ce serait mon hypothèse, que, si tu veux, il avait envie de vivre dans un endroit plus intéressant pour lui, à savoir l'Italie. Bah, grand bien lui fasse. Du coup, il paye moins d'impôts, ben, grand bien lui fasse. Ce qu'il faut regarder, c'est le package global. Je suis d'accord avec toi. Ça nous emmène justement sur un peu ces déséquilibres entre pays européens. Il y a notre amie Ursula von der Leyen qui a organisé donc, le sommet Union européenne-Chine le 24 juillet. Donc, c'était quoi, hier, avant-hier? Ouais, hier. Et c'était le 25e sommet marquant officiellement le 50e anniversaire de relations diplomatiques entre l'Union européenne et la Chine. Donc, il y avait von der Leyen, il y avait Antonio Costa, et du côté chinois, il y avait Xi Jinping et Li Kang, Premier ministre. Donc, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était que c'était prévu sur 2 jours, sur 48 heures. Et la Chine a demandé à réduire à une journée. Et ça s'inscrit vraiment dans un contexte où l'UE doit devenir plus forte. Mais au final, c'est la Chine qui tient le pouvoir, quoi, de ce qu'on a pu voir de ces échanges. Ouais, bah, alors comme toujours, le premier truc, c'est qu'en fait, l'Europe, ça n'existe pas. C'est une espèce d'ensemble qui tisse une toile entre différents États souverains. Donc,
Si tu veux, tu sais, Xi Jinping, il est quand même pas complètement teubé, quoi. Il sait qu'il négocie avec quelqu'un qui décide pas. Enfin, je veux dire, quand même, on peut en penser ce qu'on veut des dirigeants chinois, mais on ne peut pas faire l'hypothèse qu'ils sont pas bons. Ils sont très forts. Ils ont bien compris, en fait, qu'Ursula, elle décide de rien. Puis d'ailleurs, tu l'as marqué dans le document que tu m'as envoyé avant, ils ont raccourci le sommet de 2 jours à 1 jour. Bon, ça envoie une petite indication, tu vois, genre, bon, écoutez, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Donc, moi, j'ai toujours de la peine, en fait. D'ailleurs, les médias mourants, on va les appeler comme ça, les MMMs, les médias mourants, ils font des gorges chaudes, en fait, du fait que les huiles européennes vont négocier avec la Chine, mais en fait, il n'y a rien à en dire, c'est pas intéressant. À chaque fois que l'Europe, elle annonce qu'elle fait un investissement, ils finissent par pas le faire. En fait, ils vivent d'annonces. Ce qui compte, c'est ce qu'une presse, on va dire, peu regardante, écrit sur eux. Et ça, c'est la réalité. Mais non, en fait. Donc, en fait, sorry, mais en fait, Ursula, elle décide de pas grand-chose. Ben voilà, c'est pas, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est pas très intéressant. Et d'ailleurs, Xi est de mon avis, puisqu'il a raccourci le sommet. Mais il a du taf, le mec, il doit discuter avec Vladimir, il doit regarder, en fait, les États-Unis essayent de les ralentir. Il a des vrais sujets, des vrais dossiers. Alors, quand tu as des vrais dossiers, c'est comme quand tu diriges une boîte, hein, tu dis, écoute, mec, désolé, tu n'as qu'un quart d'heure, c'est comme ça, j'ai d'autres chats à fouetter, je ne peux pas le prendre personnellement. Ouais. Bah surtout que une des choses pour lesquelles l'UE voulait négocier, c'est qu'ils sont en train de pousser pour réduire le déficit commercial de 305 milliards en 2024. Ils ont aussi critiqué les subventions chinoises pour tout ce qui est véhicules électriques. Donc, ils disent qu'en gros, c'est difficile pour des boîtes européennes de se développer en Chine parce que l'État subventionne. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, il faudrait que la Chine arrête d'aider les BYD, etc. etc. quoi. Ouais, non, mais attends, on en a déjà parlé. La Chine, c'est pas des mecs en chapeau pointu qui plantent du riz. Hein. Ils forment beaucoup plus d'ingénieurs que les Américains. La raison pour laquelle ils ont une grande dominance dans les terres rares, c'est qu'en fait, les terres rares, elles sont pas rares. Il y en a à peu près partout. C'est simplement qu'elles sont très diluées dans la terre. Donc, c'est toute une série de métaux, 17 métaux tout à fait particuliers. Il y en a d'ailleurs rien, je crois, qui s'appelle l'européum. C'est piquant. Et en fait, le problème de l'extraction des terres rares, c'est que souvent, c'est lié à des endroits où il y a, par exemple, de l'uranium ou des choses comme ça. Et que, en fait, tu dois prendre des tonnes de terre. En gros, tu creuses un trou. Et puis après, tu dois prendre des tonnes et des tonnes de terre pour extraire un petit peu de chaque terre rare. D'accord? Et ça pollue immensément. Et pour les travailleurs qui font cette extraction, et pour la nature alentour qui se voit défigurée par cette extraction de terres rares tout à fait terrible. Pourquoi la Chine a le leadership? C'est parce que les Chinois, ils ont dit, bon, bah, ok, nous, on va faire le sale boulot. Tu vois, ils sont venus par en dessous. Donc, en fait, de dire maintenant, oh, bah, c'est nous, c'est l'Europe, c'est l'Occident qui a fait en sorte que ce soit fait par les Chinois. D'accord? Absolument. Donc, et eux ont accepté de ça, en fait, en faisant des sacrifices. Puis maintenant, on revient, puis mais quand même, ils ne sont pas gentils. Bah oui, on leur a fait faire le sale boulot, bah maintenant, ils en tirent les fruits. Ouais, ils en tirent les fruits, mais justement, moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que bon, tu as les droits de douane qui ont été imposés par l'Union européenne de 35%. Ça a été mal pris par la Chine, mais ils te disent concrètement, voilà, Ursula von der Leyen, elle a dit il faut arrêter, en gros, arrêter de subventionner vos boîtes chinoises parce que c'est trop, la compétition, elle est trop dure à battre, quoi. Et ça a amené un petit peu de tension à ce sommet, et puis on avait déjà auparavant. Donc, est-ce que c'est un droit, on va dire, je ne sais pas si on peut dire ça, un droit illégal de la Chine de soutenir ces industries, ou ils ont bien fait et l'Europe devrait en faire de même?
Je ne sais pas si c'est bien moralement, mais n'empêche qu'en Chine, il y a une énorme croissance économique, il y a de la création de valeur, et puis qu'ils ont pris le lead dans le marché à venir de la voiture électrique. Donc, tu dis quoi? L'Europe encourage la médiocrité en n'investissant pas dans. Non, et c'est pas qu'ils investissent. Non, non, je pense qu'ils n'ont pas de plan. C'est-à-dire que c'est des gens pas très forts qui font des plans à la con. Ils en changent tous les 2 mois. Ils se concentrent sur un truc, sur un autre, sur un truc, sur un autre. Ils font pas ce qu'ils disent. Ils disent pas ce qu'ils font. Ils sont tout le temps en train de changer d'idée. Et ils sont simplement pas bons. C'est un peu, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais maintenant que l'automobile européenne est en train de s'écrouler, t'es politicien, tu vas voir Xi Jinping, tu te prends une remontée de bretelles du patron de BMW, de Mercedes, d'Audi, de VW, etc., de Renault, et puis tu dis ce que tu es censé dire. Mais ça ne veut pas dire que tu comprends la situation, ça ne veut pas dire que tu as un plan. Et puis, encore une fois, quand Ursula elle y va, en fait, elle représente une espèce d'ersatz de ce qu'il y a en commun des pays européens. C'est-à-dire pas grand-chose, parce que les intérêts de l'Allemagne, ils ne sont pas entièrement alignés sur les intérêts de la Pologne, de la Roumanie ou de la France, ni de l'Italie. Donc, en fait, elle doit essayer de parler d'une seule et même voix pour des pays, en fait, qui n'ont pas la même voix. Et à la fin, ce sont les États-nations qui décident. Donc, si tu veux, elle a un job impossible. L'erreur qu'elle a faite, c'est de le prendre. Mais il ne faut pas croire qu'en fait, elle a un plan. Je crois que ça, c'est vraiment le truc où il ne faut pas se faire avoir. Ils n'ont pas de plan. Ils ont juste comme leverage, ils ont les droits de douane. En Comme gros. les droits de douane, j'en sais rien. Ils viennent de. J'ai écouté hier une news comme quoi un temps, ils voulaient décaler l'obligation du passage à la voiture électrique, puis maintenant, ils voudraient raccourcir le délai. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas de plan. Ils ont toute une série d'ennuis, ça c'est sûr, mais ils n'ont pas forcément de stratégie, ils n'ont pas de vision et ils n'ont surtout pas de moyens d'action. Si d'aventure, ils avaient une vision et une stratégie, mais pas un truc de bisounours, genre on est les gentils. Je crois que ce qui se passe en Europe, c'est qu'on a une espèce de superstructure inefficace et inadaptée. Ça, tout le monde en est conscient. Qui en fait s'adresse à un continent qui perd la mainmise qu'il avait sur le monde. Parce que l'Europe, maintenant, c'est un petit truc dans le monde et qu'en fait, la création de valeur, elle se fait en Asie. C'est comme ça. Et du coup, on fait un peu les rageux. On dit, ouais, bah bon, le mec, vous vous mettez à faire des voitures super pas chères et super bien, ça nous énerve. On rage, on est rageux, on perd et c'est pas confortable. Moi, c'est pas que je m'en réjouis, je fais pas l'apologie d'une espèce d'effondrement européen, c'est pas ça, mais c'est quand même ce qui se passe. Regarde BYD, en fait, tu vois, Tesla avait une stratégie où en fait, ils avaient ces millions de kilomètres filmés par les voitures pour entraîner un modèle, pour faire la voiture autonome et ça leur donnait un avantage compétitif de dingue. BYD, ils sont là, ils disent non, nous en fait, on n'en a rien à secouer. La conduite autonome, c'est pas un enjeu. On open source ce truc, on l'offre à tout le monde. Ouais. D'accord? Ça s'appelle une stratégie industrielle gagnante et extrêmement maligne parce que ce sur quoi ils se concentrent, c'est le fait de fabriquer la voiture, dont 4 pneus sur une batterie avec des moteurs, des portes et des fenêtres. Et ce qui est difficile maintenant, c'est de fabriquer la chose. D'accord? C'est là qu'il faut être bon. Et que tout ce qui est de l'ordre de la manipulation de l'information, comme par exemple la conduite autonome, ben, ils ont dit, ben voilà, nous on l'a fait, ça marche, tenez, bim, gratos. Et pourquoi? Parce que comme la Chine, c'est l'usine du monde, ils ont un intérêt en fait à détruire tout ce qui n'est pas la fabrication, détruire la valeur de tout ce qui n'est pas la fabrication. Ben, c'est super malin, c'est super courageux, c'est super ambitieux. Est-ce que ça fonctionnera? Je n'en sais rien, mais je dirais que le mec chez BYD qui a décidé de faire ça, il en a une grosse paire et puis qu'ils ont de l'ambition et qui sont extrêmement brillants. Alors, ben voilà, c'est l'industrie. Quand tu es face à quelqu'un de très fort, c'est très ennuyeux parce que tu dis, mais crotte, nous, ça fait des années qu'on fait des plans et puis qu'en fait, notre FSD, notre pilote automatique, ça va être le joyau de la couronne. Eh ben zut, si tu as un mec qui fait un système qui est presque aussi bon puis qu'il le met gratos, tu es embêté. Donc du coup, ben voilà, l'industrie, bienvenue dans la vraie vie. L'industrie, c'est pas une prairie de coquelicots et de roses, il y a des épines et
On est assez poétique ce matin. Hein. Et du coup, ben, c'est très énervant de se battre contre des gens qui sont forts. Point. Ouais. D'accord. Et puis, note qu'en fait, FSD, donc ces thèses-là, c'est les Américains, eux, ils ont une chance parce qu'ils sont devant avec l'IA, la Chine est vraiment pas loin derrière. Puis l'Europe, ben voilà, il n'y a rien. Voilà, il ne se passe rien. Donc, en fait, nous, on dit, bon, ben voilà, il faut mettre des tarifs douaniers. Ben, regarde Trump, hein, il ne s'en sort pas super bien avec ses tarifs. Ça fout un grand chaos, ça essaie de faire semblant de réorganiser les choses, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit efficace, parce que des grands coups de barre, si tu veux, réglementaires, à gauche tout, à droite tout, en arrière tout, en avant tout, c'est difficile à gérer. Le patron de Michelin disait très bien, il disait qu'il avait besoin de stabilité en fait réglementaire. Ben, c'est pas ce vers quoi on va. D'accord. Si tout d'un coup, en fait, on met en place des tarifs, je ne sais pas ce que j'ai une mèche là, j'ai une mèche. Bon, tant pis, on accepte, on est dans l'acceptation. Tu as de la chance d'en avoir une au moins. Ouais. Pardon, c'était pas une pique. Donc, tu vois, je pense que là, encore une fois, au moment où tu mets des tarifs douaniers pour te défendre, ça veut vraiment dire que tu n'as plus de cartes à jouer. Ce n'est pas bon signe du tout. Et moi, ça m'enquiquine parce que, en fait, bon, écoute, si tu as une voiture BYD qui coûte le tiers d'une voiture allemande et puis qui est mieux, ben, en tout cas, comme citoyen suisse, vivant en Suisse où on n'a pas d'industrie automobile, j'aimerais bien acheter une BYD. Je commence à en voir pas mal de BYD. Hein. Ouais. J'en ai vu pas mal pendant les vacances Ben aussi. oui. Ici, là, c'est pas mal. Et surtout, de ce que tu dis, je pense que ce qui est aussi compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Et le fait que chaque pays puisse avoir ses propres lois, ses propres… Tu vois, on parlait entre la Suisse et le régime fiscal entre la Suisse et l'Italie est différent. Tu vas regarder le prix de l'énergie en France, en Espagne, il est différent. Et en fait, tu as toutes ces distorsions un petit peu. C'est ce qui rend la chose compliquée. Et en plus, maintenant, avec le conflit géopolitique entre l'Ukraine et puis la Russie, ça fait beaucoup de choses à gérer, quoi. Parce qu'un des points dont elle a parlé, ce qu'elle a demandé, ce qu'ils ont demandé l'Union européenne, c'est qu'ils ont exhorté la Chine à condamner l'agression russe en Ukraine et à user de son influence sur Moscou pour mettre fin au conflit. Et puis Xi Jinping, il a réitéré sa position habituelle, appelant à des pourparlers de paix sans condamner explicitement la Russie. Et ça démontre qu'ils ont quand même un lien fort avec la Russie, quoi. Oui, mais si tu veux, ok, mais alors, plusieurs points. Le premier, c'est qu'en fait, on est dans un moment de l'histoire où on aime condamner. C'est bien, c'est pas bien, sauver les marmottes, et la marmotte, elle plie le papier, tatati, tatata. C'est super. C'est la politique des bons sentiments. Ça sert pas à grand-chose. En fait, ça n'a pas beaucoup d'action sur le réel. Et puis, deuxièmement, si on écoute des géopolitologues américains comme John Mearsheimer ou d'autres, ou Jeffrey Sachs, en fait, on se rend très bien compte que les Européens, ils se sont tirés dans le pied avec l'Ukraine. C'est vraiment l'Occident qui a fait en sorte que, et qui n'a de cesse de ne pas vouloir négocier la paix, parce qu'évidemment, ça bloque la Chine pour les routes de la soie sur un front et que ça occupe la Russie. Le grand truc, il ne faut pas se laisser avoir par les déclarations de bons sentiments. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, maintenant, il y a une lutte à mort entre les États-Unis et la Chine. Et que tous ces espèces d'artefacts, cette guerre de proxy en Ukraine, elle est destinée à enquiquiner la Chine et qu'ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Donc, je pense que l'Europe, quand elle va négocier avec la Chine, elle peut déjà être contente d'être reçue. C'est vrai. Dans quelques temps, quand von der Leyen était partie aux US, elle n'avait pas été reçue par Trump. Je ne sais plus qui l'avait reçu. Ouais, mais c'est comme ça. Imagine que tu diriges une entreprise avec 100 000 personnes et puis il y a un nouveau stagiaire qui commence. Tu lui dis, passez dans mon bureau, voilà, on discute 5 minutes, ça me fait plaisir de vous accueillir. Puis tout d'un coup, tu es là, puis tu dois gérer une affaire énorme, hein, tu es au sommet de Nestlé. Bon,
eh ben, tu vas dire, bon, Jacqueline, annulez-moi le stagiaire, désolé. Faites livrer une corbeille de fruits, je ne peux pas le recevoir. Qu'est-ce que tu veux? Tu mets Ursula au même niveau qu'un stagiaire. Quasi, parce qu'est-ce qu'elle a comme c'est dur, ça. De quoi elle peut, qu'est-ce qu'elle peut décider? Elle peut rapporter, elle peut prendre les points et puis… Je suis sûr que c'est une femme très intelligente, tout à fait agréable, complètement bienveillante, et puis qu'elle a une vision saine de l'Europe. C'est pas ça, c'est pas, si tu veux, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas le bon sentiment. Le problème, c'est, OK, maintenant, il faut avoir un impact sur le réel. Tu as les Américains qui sont pas très contents qu'un géant économique les dépasse en Asie. Tu as toute la zone asiatique qui est complètement dynamisée. Trump, il a trouvé un deal avec le Japon. Ben, tous les stocks comment on dit ça, les sociétés comme Honda et Toyota qui sont cotées au Japon, elles ont immédiatement monté. Le marché a décidé que c'était un super deal pour les Japonais. J'ai une question justement. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce point que la Chine se positionne comme une alternative stable face aux États-Unis de Trump qui impose des surtaxes douanières massives à l'UE et à la Chine? Mais oui, ils se positionnent comme des mecs raisonnables qui réfléchissent. Des bons gars, quoi. Pas des bons gars. Avec qui tu peux faire du business, c'est plus simple. C'est pas des bons gars. En fait, ce qu'ils font, je trouve ça assez malin. C'est smart, hein, c'est ça. Mais c'est pas des mecs avec des chapeaux pointus qui plantent du riz. Hein. Ils sont même plus smart que Trump, on peut dire, sur ce coup-là. J'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ils sont moins reality TV. Si tu regardes la politique américaine et européenne de loin, tu as un scandale avec des SMS et des vaccins. On ne retrouve pas les SMS. Wow. J'ai l'impression de regarder une série Netflix. Tout d'un coup, Trump, il dit « Je vais release les Epstein files. » Tout d'un coup, non, je ne le fais plus. Ghislaine Maxwell, c'est une bonne personne. I wish her well. C'est vraiment… C'est une série Netflix, en fait. C'est un reality show. Même pas, parce qu'une série Netflix, c'est un peu bonnard. Mais là, c'est un reality show. Voilà, on sent bien qu'en fait, ça part en steak. OK? Les mecs qui sont là toujours en train d'essayer. Il a condamné publiquement Barack Obama, comme quoi c'était un traître à la nation aussi. Alors on raconte une autre histoire. Tout d'un coup, Barack Obama, il va plus être américain. Le type, je sais pas quoi, il est trop noir, j'en sais rien. Enfin bref, il raconte n'importe quoi. Il faut pas se laisser avoir. En fait, c'est l'économie de l'attention. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de créer un point focal pour qu'on discute d'un truc. Et même des fois un truc qui n'est pas à leur avantage pour qu'on ne discute pas du vrai truc. Ce qu'on ne va pas faire nous aujourd'hui. Oui, et le fait que la société américaine s'appauvrit, les gens ne peuvent plus acheter de maison, ils ne font plus de gosses, ça ne va pas. D'accord? Et de l'autre côté, tu as un pôle, ce n'est pas que la Chine, c'est le pôle asiatique qui historiquement, et moi je rajouterais aussi le Middle East là-dedans, qui historiquement a été quand même le berceau de la civilisation. Et en fait, ce pôle-là, on va dire Middle East, Inde, Chine, Vietnam, Japon, Indonésie, cette région, Thaïlande, cette région-là, en fait, elle retrouve un dynamisme qui est tout à fait faramineux. Et je pense que c'est là que ça se passe. Alors peut-être on peut à coup sûr critiquer les chemins de traverse qu'ils ont dû prendre pour se remettre sur pied, j'ai aucun doute. Mais ce qu'on peut pas contester, c'est le fait que ça fonctionne. Typiquement, la Russie, elle est sous le 18e paquet de sanctions économiques qui se portent beaucoup mieux économiquement que l'Europe. Les Européens, on peut dire qu'on va les mettre à terre économiquement, mais en fait, ils gagnent. Donc, si tu veux, la réalité, elle a la peau dure et c'est comme un élastique. Plus tu t'en éloignes, au moment où tu lâches, ping, ça pique. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, l'Asie, en fait, reprend sa place. Le Brésil aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas que la Chine, mais il y a en fait la mainmise sur le commerce mondial qui échappe à l'Occident. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis
sur le fait que l'Europe s'enferme dans cette posture moralisatrice, en fait. Et ça se voit aussi, bon, ils ont réussi d'arriver à un point de convergence sur le climat, puisqu'ils ont trouvé, ils ont fait une déclaration conjointe sur le changement climatique et qui vont coopérer un peu plus, sachant que la Chine, c'est le pays qui pollue le plus, mais aussi qui est le plus avancé en termes de technologie verte, quoi. Mais encore une fois, l'Europe, ils viennent, voilà, on a fait un truc, on a tiqué la box, c'est cette position moralisatrice, quoi. Mais regarde, on fait la même chose avec l'IA et la protection des données. En fait, on s'échigne à couper les cheveux en 17 pour un truc qui a une importance aussi, mais il n'y a pas que ça. Mais par contre, le point focal, c'est toujours un détail. Alors, quand est-ce que tu fais une déclaration conjointe? Tu fais une déclaration conjointe quand il y a une fâcherie, mais que tu veux que publiquement tout se passe bien. D'accord? Donc, imagine, tu engages quelqu'un, il commence à travailler pour toi, pour Lime, tout ça. Puis, en fait, il n'est pas très bon, etc. Donc, en fait, tu vas le licencier. Mais le type, il a commencé à prendre une place un peu publique. Donc, tu dois annoncer à tes clients, à tes prospects, au monde, à Genève, que c'est à une échelle différente, on comprend, hein, mais tu dois annoncer qu'en fait, ce mec, il ne va plus travailler avec toi. En fait, lui, il est fâché, il t'en veut. Toi, tu es fâché, tu lui en veux, tu vas le virer. Qu'est-ce qu'on fait? Une déclaration conjointe. C'est ça, c'est un autre mot pour divorce avec accord complet. Donc, si le veut, ouais, quand tu n'as rien à dire, tu fais une déclaration. Ouais. D'accord? Sinon, tu annonces des choses qui sont tout à fait concrètes. Tu dis, voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'ils ont dit, les discussions étaient décrites comme tendues, mais constructives. Tendues, ouais, ça ne m'étonne pas. C'est tendu chez tendu. Alors, mais il n'y a pas de solution concrète. Hein. Il y a mais rien tendu, qui mais était... constructif. Non, mais tu te rends compte. Déjà, il y a eu des discussions. Pour rappel, elles ont duré 1 jour plutôt que 2. Donc, bon. Et puis, deuxièmement, tendu. Ça, c'est les Européens qui ont insisté parce qu'ils veulent dire qu'en fait, ils font la morale à Xi, puisqu'on est les gentils. Ouais. D'accord? Le mec, il ne peut pas faire un truc bien. C'est un méchant. Donc, ça, c'est le positionnement dans la story. Et puis après, constructif. Ouais, ok. Ils ne se sont pas mis dessus. Bon, constructif. Si tu veux, c'est vraiment, c'est parler pour parler. Tu sais qu'il y a pas mal de gens aussi, apparemment les Chinois, ils étaient énervés, puis il y a pas mal de gens qui ont qualifié l'événement de fiasco et de règlement de compte aussi. Oui, alors ça, c'est possible, mais si tu veux, moi, je dirais, le truc qu'il faut vraiment observer, c'est le changement du rapport de force, en fait. Je me rappelle quand Jacques Chirac était président de la France, si je ne m'abuse, il l'a été 2 fois 7 ans, et en fait, j'avais vu un reportage qui disait qu'il était passionné d'art chinois. C'était un grand connaisseur de la culture chinoise, d'accord? Donc, lui, il avait ce coup d'avance et puis il comprenait en fait qu'il avait affaire à une civilisation plurimillénaire qui était intéressante. Mais encore une fois, ce n'est pas que la Chine, c'est l'Asie, hein, c'est plus que ça. Donc, en fait, le centre de gravité de la Terre, du business, si tu veux, est en train de se déplacer. Et je pense qu'il faut regarder l'arc Middle East, Inde, Asie. C'est ce truc-là, peut-être même en prolongeant jusqu'à l'Amérique du Sud, le Brésil. Pas sûr qu'on arrive à traverser l'Atlantique. Et tu vois, c'est la corne nord, c'est la Chine, le Japon, l'Inde, le nord de l'Afrique. Et après, tu prolonges sur le Brésil. Ça fait comme une espèce de truc Nike. Just do it. Et moi, je pense qu'en fait, des pays comme l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, etc., s'ils n'ont pas trop d'intervention extérieure pour faire péter leur système politique qui tente de s'améliorer, ça va devenir des endroits beaucoup plus dynamiques qu'ils l'ont été historiquement ces 100 ou 200 dernières années. Parce que ce sont des cultures qui ont la peau dure. Hein. Je veux dire, la Perse, c'est quand même pas rien. Et je pense qu'ils vont remonter. Et en fait, c'est énervant, en fait. Quand tu es là, tu es dans un bateau, tu rames, puis tout d'un coup, pouf, tu vois plein de gens qui te dépassent. C'est très désagréable. Il faut qu'on prenne acte de cette affaire-là,
je pense aussi que, j'ai pas assez d'éléments pour le prouver, mais je pense quand même qu'en fait, les gens vont commencer à trouver un état de droit un peu plus fiable en Asie qu'aux États-Unis. Et si c'est le cas, alors les États-Unis auront tout perdu. N'oublions pas non plus qu'en fait, il y a une dédollarisation qui est en train d'avoir lieu, parce qu'en fait, les États-Unis, ils ont utilisé le dollar comme arme de destruction massive en disant, bah, si vous faites une transaction en dollars, vous êtes soumis au droit américain. D'accord? C'est comme ça qu'ils sont venus rançonner BNP Paribas, Alstom, etc., etc. Donc, il y a un moment où ça devient trop dangereux, en fait, d'utiliser le dollar, et ça va leur faire vraiment, mais extrêmement mal. Je pense qu'il y a vraiment de très, très grosses, comment dire, reconfigurations qui sont à l'œuvre, et qu'il ne faut pas regarder que les histoires qu'on nous raconte, mais il faut essayer de se mettre dans la peau du personnage. Et si tu sors en fait du niveau anecdotique, ce que tu vois en fait aux États-Unis, c'est un cirque. C'est les jeux du cirque. On ne peut pas appeler ça autrement. Personne ne comprend plus rien en fait. On ne sait pas ce que le mec il veut, où il va, pourquoi il fait quoi. Et on passe tout notre temps à essayer d'analyser un truc qui ne mérite pas. Idem pour Ursula, c'est-à-dire qu'on va analyser son communiqué alors qu'en fait elle décide de pas grand-chose. On commente le commentaire. Ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, la stabilité du droit, il me semble que moi, ma prédiction, ce serait que dans 10 ans, tu auras meilleur temps de dealer avec Singapour ou Hong Kong qu'avec New York. Ouais. Moi, mon interprétation, si je fais un petit zoom out, c'est qu'en fait, comme tu dis aux États-Unis, il y a beaucoup de BS, il y a beaucoup de blabla et tout, on ne sait pas ce qui se passe. Au final, je pense que la base MAGA, elle doit aussi être déçue de Trump. Et puis, tu as d'autre côté, tu as l'Union européenne, en fait, c'est une agence de communication. C'est on va faire, on est les moralisateurs, on est là pour le climat, pour arrêter la guerre en Ukraine, machin. Et qu'au final, les pays les plus intelligents, enfin les pays de l'Union européenne, doivent aller négocier directement avec la Chine, en gros. Ouais. Et c'est ce qui va se passer. Et que l'autre, c'est juste elle est employée de l'Union européenne. Ouais. Elle va faire des communiqués de presse, elle fait un petit roadshow à droite, à gauche, et puis derrière, elle négocie pas grand-chose quoi, pour l'Union européenne. Quand ce que tu peux faire, c'est le discours, tu fais des business trips et tu fais des discours, mais je pense que ce n'est pas uniquement s'intéresser à la Chine, c'est déjà accepter l'idée en fait qu'il faut porter son regard ou porter son attention sur le Middle East, l'Inde, la Chine, le Japon. Tu vois, il faut vraiment et d'ailleurs, moi, je ne le fais pas assez, je dis ça, mais en fait, voilà, mon japonais est extrêmement rouillé. Non, je ne parle pas du tout japonais, mais j'adorerais. Mais le fait est, c'est qu'en fait, c'est tout un chapelet de pays. Ce n'est pas juste un pays. Ce n'est pas XI. Et je pense que ça, c'est un truc un peu européen ou américain, c'est d'essayer de personnaliser ce truc. Parce que eux, en fait, ils racontent une histoire. D'ailleurs, en Europe, on parle de Ursula. Aux États-Unis, on parle de Trump. D'ailleurs, je note, ils ont un peu la même coupe de cheveux. Non. Pas d'attaque sur le physique. Et en fait, voilà, il me semble qu'en Asie, on est plus face à un système. Et je pense qu'on n'est pas très loin du moment où, en fait, l'état de droit, il est plus de droit en Asie qu'en Occident. Autrement dit, on part en sucette. Voilà. Ouais. On part en sucette. Et ce qui est aussi flippant, c'est que j'étais sur sa page à von der Leyen et puis elle faisait un repost d'une annonce comme quoi il y a les SAFE, les subsides qui sont ouverts et puis que la majorité des postulations qu'ils ont reçues, c'est pour tout ce qui est armement en fait. Donc, super. Pour la vision 2030, ouais. Ouais, non mais top. C'est vraiment cool. Ça va. Ils ont encouragé ça en fait pour remettre. Ça va nous faire un continent européen. Le dernier truc qui nous restait, c'était l'art de vivre, les bons petits plats et puis la douceur de vivre, on va dire. C'est bien. Maintenant, avec un tank à chaque coin de rue, ça va être topissime. Ah, c'est ce qu'ils disent. Plus de 100 milliards seront demandés pour European Defense, pour la défense européenne. Pour acheter des armes américaines, si tu veux, ça va encore creuser le défi. J'attends. Je sais pas si tu as vu que la Suisse qui a passé commande pour des F-35, en fait, on s'est fait rétrograder, on les recevra plus tard.
parce qu'ils vont d'abord les livrer aux pays européens qui contribuent à la guerre en Ukraine. Ah, ok. Donc Ouais. déjà qu'on a acheté un fer à repasser que les Américains peuvent éteindre à distance. En plus de ça, on va même pas être livré, quoi. Et il va coûter, je sais pas combien plus cher que ce qui était prévu. C'est vraiment moche, hein. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, mais là, Parce il que, faut le message. Ce qui est important, c'est les jeunes. En fait, les jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'intéresser à la vie, à la vie, bien sûr à la vie, mais à l'Asie. Il faut voyager entre le Brésil, le Middle East, l'Inde, la Chine, le Japon. On dit comme ça, hein, ou alentour. C'est cette banane. Et puis, il faut apprendre à décoder le monde. On est dans un moment extrêmement changé. Il va falloir être mobile. Et il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux. Je pense que là, gros warning, quoi. Hein? j'ai une dernière question pour toi. Est-ce Dis-moi. que l'UE peut rivaliser avec la Chine sans se couper d'un partenaire clé? Est-ce que l'UE peut rivaliser avec la Chine? Mais no fucking way. Je ne vois pas comment on peut faire cette phrase. On n'a pas le début de l'once d'une manière de se défendre. En fait, maintenant, il faut se remettre au travail. Il faut comprendre qu'en fait, la Chine, c'est un partenaire économique majeur. Il faut faire des deals, il faut trouver des niches. C'est un petit peu ce que la Suisse a fait historiquement depuis 100 ans. Si tu veux, on est là, on fait de la machine-outil, de l'horlogerie, des trucs niches. Ben voilà, c'est dans cet état d'esprit que l'Europe doit essayer de remonter la pente en se disant qu'il y a du boulot. C'est comme si on était passé de Champions League à la Ligue inférieure. C'est comment les noms? C'est Première Ligue? Non, c'est quoi au foot? Wow. La Champions League, après, tu as l'Europa League, Voilà. la Ligue Bah, européenne. Enfin, bah, l'Europa tu League. vois, d'ailleurs, on est en dessous. Donc, tu as la Champions League, l'Europa League, et puis après, Europa une encore League, en dessous. Nous, on est là, Conference poum, League. poum, poum, on se fait les escaliers les uns après les autres. Et en fait, il faut arrêter de geindre et de dire que ça va pas. Et il faut comprendre, en fait, ce qu'il y a à apprendre, là où il y a à apprendre, dans les niches qu'il y a à apprendre, et se battre. Mais il faut. C'est pas l'Europe contre la Chine, c'est l'Europe qui doit tirer son épingle du jeu dans un échiquier mondial qui est brutalement changeant, avec une technologie qui change complètement la chaîne de valeur qui s'appelle l'IA, dans laquelle on n'a absolument aucun asset, ni les chips, ni les data centers, ni la production d'électricité at scale. Il n'y a qu'à voir les quantités d'investissement. ProtonMail, c'est 100 millions. Google, ils viennent de rajouter 10 milliards aux 75 qu'ils investissent déjà. Enfin, j'entends, il y a un moment, maintenant, il faut se réveiller, il faut prendre acte de ce qui se passe, il faut arrêter je dirais, d'avoir un regard condescendant sur l'Asie. Avant, l'Asie, c'était un endroit où tu allais en vacances parce que c'était pas cher. Tu vois. Et puis, les mecs sont sympas dans les hôtels. Ben, ils ont de bons ingénieurs. Hein. Ils sont forts. Donc, il faut arrêter d'avoir ce regard condescendant. Il faut retrouver ce qui a fait notre force. Il faut se battre, il faut travailler, il faut bûcher. Et puis, il faut remonter la pente. Mais il faut faire moins de discours, plus d'action. Voilà. C'est vrai. Et c'est ce que fait les États-Unis et l'Union européenne actuellement. Ouais. Parce que même les États-Unis sont largués par rapport à la Chine. Enfin, ils commencent à être largués. Ben, c'est le reality show, quoi. Tous les jours, en fait, tu as une story qui chasse une autre story. Maintenant, on est sur Epstein avec Ghislaine Maxwell, où Trump, il envoie le numéro 2 de la justice pour faire un deal avec elle. Et c'est la telenovela, en fait. C'est un des pays, je ne sais pas comment ils ont de tête nucléaire. On parle que d'anecdotes. Je ne dis pas qu'elles sont insignifiantes, hein, parce que Epstein, c'est un horrible bonhomme qui a été condamné parce qu'il violait de jeunes filles. C'est un type abominable, mais si tu veux, des zinzins, il y en a de partout. Ouais. On peut passer notre vie à commenter ça. Il faut créer de la croissance économique, il faut mettre en place des projets qui sont entraînants, il faut penser à demain, il faut investir pour ses petits enfants. C'est une société saine, en fait. Elle n'est pas égoïstement centrée sur elle-même et sur le prochain mois. Elle se préoccupe du bien commun à long terme. Et du coup,
ben voilà, il faut se remettre au travail. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen, mais la première étape, à mon sens, c'est vraiment de faire amende honorable en prenant acte, en fait, des progrès faramineux qui ont été réalisés par cet arc Brésil, Middle East, Inde, Chine, Japon. Ok. Donc, on retiendra quoi de ce sommet UE-Chine? Pas grand-chose. Là, Rien. je suis un peu dur, mais quand même. On n'en retient rien. En fait, non, on en retient un truc, un signal faible qui est un signal énorme, c'est qu'on est passé de 2 jours à 1 jour. Ouais. Ça Voilà. veut dire beaucoup de choses. Ouais. Ça veut dire que, you know what? I have better things to do with my time. Sorry, baby. C'est vrai. Pascal, Ciao, Younes. toujours un C'était un plaisir. plaisir. À tout vite. Bonne journée.